Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du projet de budget 2018 exposé aujourd'hui par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Le ministre de l'économie assure qu'il sera en faveur de tous les Français, pas seulement des riches. C'est un budget de transformation et de pouvoir d'achat, nous dit le gouvernement. Qu'en est-il vraiment? Nous poserons la question à nos invités. Ne manquez pas d'ailleurs de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Vous connaissez le principe maintenant. Le match des idées, il opposera ce soir Samuel Le Goff, journaliste spécialiste du Parlement, à Tristan Quinault-Maupoil. Il est journaliste politique. Nous reviendrons avec eux sur l'après-sénatorial. Les présidents de groupe sont en train d'être élus, mais des groupes encore très mouvants, toujours très divisés autour d'une seule et même question. Faut-il avoir une démarche constructive favorable à Emmanuel Macron ou incarner une opposition dure? Aucun groupe n'est épargné, vous le verrez. L'entretien du jour, nous recevons Emmanuel Todd, historien, anthropologue, démographe. 2 ans après son ouvrage très polémique « Qui est Charlie ?», il publie « Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine », un ouvrage dans lequel il essaie de déchiffrer le monde actuel après observation de l'histoire de l'humanité. L'intellectuel nous expose notamment les travers de l'uniformisation engendrée, selon lui, par la mondialisation. Uniformiser, dit-il, c'est justement créer des divergences. Il nous expliquera pourquoi. Mais d'abord, la feuille de route budgétaire exposée aujourd'hui par le gouvernement. Le premier projet de loi de finances de l'ère Macron. Plusieurs annonces, plusieurs promesses, notamment celle de ne pas léser les ménages les plus modestes. Avant d'en débattre avec nos invités sur ce plateau, faisons le point avec Stéphane Amalian. Basé sur une hypothèse de croissance d'1,7%, le budget 2018 est jugé raisonnable par le Haut Conseil des finances publiques. Une modération qui n'empêche pourtant pas de réelles économies. Objectif, faire passer le déficit sous la barre des 3% du PIB. À 2,9% en 2017, 2,6% en 2018. Une erreur pour les communistes. Ce dogme des 3% ne tient pas la route. Il faut relancer la consommation, relancer l'investissement et consacrer beaucoup moins d'argent aux dividendes et beaucoup plus à la croissance, à la formation et au salaire. Certaines allocations font les frais de ces coupes budgétaires. La baisse des aides au logement fera économiser 1,7 milliard d'euros. La réduction drastique des contrats aidés fera économiser 1,5 milliard d'euros. Mais pour la droite, ces mesures sont incomplètes. Le gouvernement ne va pas assez loin. Aujourd'hui, effectivement, la baisse des dépenses au niveau du déficit de l'État est une nécessité. Par contre, la façon dont se prend le gouvernement aujourd'hui n'est pas cohérente. On fait des effets d'annonce et on saupoudre avec des petits découpages, des rabotages. Par contre, on n'a pas vraiment de réforme de fond sur le budget de l'État. Le gouvernement peut cependant mettre en avant des mesures susceptibles de relancer le pouvoir d'achat. La baisse de la taxe d'habitation pour 80% des ménages et la suppression progressive des cotisations sociales des salariés, compensée par une hausse de la CSG. Du côté des entreprises, l'impôt sur les sociétés diminuera de 33 à 28% dès l'an prochain. Reste une mesure très controversée, celle de l'impôt sur la fortune, qui deviendra l'impôt sur la fortune immobilière. Une réforme capable de relancer la croissance, selon Bercy. Avec nous sur ce plateau pour en débattre, Manon Aubry, bonsoir. Vous êtes responsable de plaidoyer sur les questions de justice fiscale et d'inégalité pour Oxfam France. C'est une association qui agit sur les causes de la pauvreté et des injustices. Alain Richard, bonsoir. Vous êtes sénateur La République En Marche du Val d'Oise. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Sébastien Ley, entrepreneur, chercheur associé en économie à l'Institut Thomas More. Enfin, bonsoir. Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique. Merci à tous les quatre. J'aimerais d'abord, globalement, et pour être très clair pour nos téléspectateurs, parce que c'est un sujet technique, votre avis général, votre regard sur ce budget 2018, est-ce que oui ou non, ça colle déjà avec ce qui avait été annoncé lors de la campagne d'Emmanuel Macron? Manon Aubry. Globalement, ça colle dans le sens où on avait déjà eu une prévision de ce que pourrait être la politique d'Emmanuel Macron, essentiellement en faveur des plus riches, malheureusement, de notre point de vue. L'ISF est annoncé. Par exemple, la réforme du capital n'a pas été annoncée, de la taxation du capital, n'a pas été annoncée dans tous les détails au moment de la campagne. Et là, on découvre quand même qu'avec la mise en place du taux de taxation unique du capital fixé à 30%, qui va coûter, selon les estimations, entre 1,5 milliard d'euros, estimation du gouvernement, et 4 milliards d'euros, estimation de l'OFCE, qui va coûter très cher en faveur d'une très faible minorité, à savoir ceux qui détiennent des capitaux. Mais globalement, on peut au moins les promesses, les annonces sont gratifiées d'une relative cohérence dans ce budget où il y a une volonté de protéger l'argent, voire même la rente des plus riches
et des grandes entreprises, parce qu'on parle peu aussi du cas des entreprises, mais les crédits d'impôt, d'une part, sont maintenus, alors qu'ils ont été déjà multipliés par 2 en 10 ans, et surtout la baisse de l'impôt sur les sociétés qui va coûter très cher dans le budget de la France dans les prochaines années. Je laisserai dans un instant répondre le sénateur Alain Richard, qui aura évidemment beaucoup de choses à nous dire. Guillaume Duval, d'abord, est-ce que oui ou non, il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce qui avait été annoncé oui, ou il y a pas? des surprises. Donc, du côté de la fiscalité, il n'y en a pas. Donc, il fait ce qu'il avait dit. Donc, c'est très inégalitaire, on y reviendra. Mais il fait effectivement ce qu'il avait dit, ce qui va profiter très largement aux 10% les plus riches en France. C'est clair. Mais du côté des dépenses, par contre, oui, il y a des surprises. Parce que, évidemment, dans son programme, Emmanuel Macron n'avait pas détaillé l'ampleur des coupes qu'il allait faire pour compenser ses cadeaux aux plus riches. Puisqu'il veut effectivement réduire le déficit en même temps, ce qui est tout à fait sage dans la période actuelle. Parce que je ne partage pas ce qu'a pu dire le sénateur Bocquet tout à l'heure là-dessus. Il y a eu un travail d'équilibriste, en tout cas. Mais du coup, il a été obligé de dévoiler ses cartes sur les baisses de dépenses. Et c'est là qu'on voit que non seulement les impôts, enfin les mesures fiscales ne profitent que très peu aux pauvres, mais qu'en plus, on leur prend beaucoup du côté des dépenses. Donc, ce qui est les APL, c'était pas public, c'était pas connu, c'était pas annoncé. Donc, ça consiste quand même à prendre plus d'1 milliard d'euros au HLM, au logement social. Les emplois aidés, c'était pas non plus annoncé. Donc, c'est pas 100 000 emplois aidés qu'on supprime, hein, c'est 240 000. Hein. Il y en a pour l'instant 440 000 en France. Emmanuel Macron en veut 200 000 l'an prochain. Hein. Donc ça va faire non seulement des revenus en moins pour les gens qui touchent cet argent, mais en plus beaucoup plus de gens à Pôle emploi et parmi les gens qui sont les plus en difficulté. Donc de ce côté-là, on n'a pas des surprises. C'était clair que ce serait l'austérité, et l'austérité en particulier pour les services publics, pour les plus pauvres, etc. Mais il dévoile ses cartes, oui. Alors, Sébastien Ley, même question. Avant d'entrer dans le détail de chaque mesure, chaque annonce, est-ce que globalement, ce budget, vous le trouvez cohérent? Alors, cohérence dans les grandes lignes, certes. Ce que nous rappelait M. Duval, c'est la théorie du ruissellement. On va essayer d'aider les plus riches, ça va profiter à l'économie, on en parlera probablement après. Mais quand même, la jeunesse de ce gouvernement, de ce budget a été extrêmement difficile. Au cours des 3-4 derniers mois, on a assisté à de nombreux allers-retours. Rappelez-vous le psychodrame au début de l'été sur la question de l'insincérité budgétaire et les allées-venues et les questionnements de M. Philippe lui-même sur le budget. Je crois qu'il y a 2 erreurs qui ont été commises initialement s'agissant de ce budget et de la trajectoire des finances publiques. La première, c'est que ce gouvernement aurait dû déposer une loi de finances rectificative. C'est ce qu'ont fait les précédents quinquennats. Et cette fois-ci, ça ne s'est pas produit au mois de mai. Deuxième problème, il y a un certain nombre de gens de l'équipe d'Emmanuel Macron qui ont en réalité découvert son projet sur le tas, je dirais, au mois de mai-juin. Et donc la jeunesse de ce budget était assez difficile. Alors on va laisser répondre le sénateur La République En Marche qui est sur ce plateau, Alain Richard. Oui, ce qui serait intéressant, mais ce serait un peu trop long, c'est d'examiner à l'envers les propos qui viennent d'être tenus. C'est-à-dire, au fond, quel était le budget idéal de nos 3 interlocuteurs. Parce que ce serait assez surprenant comme tableau. Bon. Moi, je trouve simplement que si Macron a été élu, et si s'est engagé, et si des gens l'ont suivi, c'est parce que beaucoup de gens sont préoccupés que ce pays ait une croissance et une capacité d'innovation et de transformer de la recherche en business et en emploi qui est insuffisante et qui nous marque en retard à l'intérieur de l'Union européenne, sans parler des États-Unis. Donc, est-ce que le budget, le projet de loi de finances 2018, répond à ça? Évidemment, oui. Bon, c'est-à-dire que d'une part... Pardon, mais je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai entendu dire des choses que je trouvais absurdes ou choquantes, et je vous les ai laissées dire. Donc, vous allez me laisser dire mes choses à moi. Donc, d'une part, c'est un budget qui n'est pas déflationniste, puisque la baisse du déficit est lente et mesurée pour ne pas casser la croissance qui existe déjà. Et deuxièmement, quand on regarde pourquoi ce pays a une croissance plus faible, il y a 2 raisons massives. La première, c'est que le fonctionnement du marché du travail, l'accès à l'emploi et la fluidité autour de l'emploi est beaucoup inférieure à ce qu'elle est ailleurs. Donc ça, c'est une réforme qui est en cours. Et deuxièmement, parce que nous avons une énorme difficulté à financer la croissance de nos entreprises. Écoutez, ce qui se passe cette semaine, qui est la suite d'années et d'années de situations déjà créées sur STX d'une part et sur Alstom d'autre part, ça prouve qu'en effet, nos entreprises
n'accumulent pas assez de capital, n'ont pas de quoi se financer. Donc, en effet, il faut libérer de la fiscalité sur les résultats des entreprises et d'autre part de la fiscalité sur l'épargne qui s'investit dans les entreprises. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce budget a été exposé en Conseil des ministres, devant l'Assemblée nationale, et aussi Gérald Darmanin et Benjamin Griveaux ont été auditionnés par la Commission de finances du Sénat. Benjamin Griveaux a parlé même d'une philosophie de ce budget. Je vous propose de l'écouter et on va en discuter juste après. Passer d'une société qui encourage la rente, statique, qui exclut beaucoup de nos compatriotes qui sont au chômage, qui sont dans un monde rural qui connaît les fractures territoriales, dans des quartiers où des gens ne rentrent plus à l'intérieur du système économique, à une société transformée et qui encourage la mobilité. On ne redresse pas l'économie en n'encourageant pas ceux qui veulent réussir. C'est l'objet notamment de la baisse très importante de la fiscalité. C'est l'objet notamment de ce deuxième point que je voudrais souligner. Il faut que le travail paye. Voilà, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, on sent qu'il y a une vraie philosophie assumée, très clairement assumée par ce gouvernement. Et malheureusement, ce qui risque de se passer en pratique, c'est le cercle vicieux des inégalités, puisqu'on a la création de richesses par les entreprises. On baisse le taux d'imposition sur les entreprises. Ça fait 1, moins de ressources pour l'État, 2, plus de bénéfices pour ces entreprises. Ces bénéfices sont reversés en dividendes à ses actionnaires. Non. La taxe sur les dividendes est supprimée. Ils sont réinvestis. Les dividendes ont explosé en France. On est le pays, pays de l'Union européenne qui verse le plus de dividendes, où ces entreprises versent le plus de dividendes à ses actionnaires. Hein, c'est des cabinets de consulting qui le disent. Et les dividendes ont augmenté en très forte proportion ces dernières années. Et on a des bénéfices déjà records pour le début de l'année en 2017. Très forte chance que les dividendes augmentent encore. Donc si je reprends mon cercle vicieux des inégalités, on a une augmentation des bénéfices des entreprises qui sont moins taxés, qui sont davantage reversés en dividendes, lesquels ne sont moins taxés, à la fois parce qu'on supprime la taxe sur les dividendes, on n'en a pas parlé, que payaient avant les entreprises quand elles versaient des dividendes à ses actionnaires, justement pour les encourager à réinvestir dans les entreprises plutôt qu'à verser des dividendes. Ensuite, ces dividendes sont moins imposés qu'avant, puisque le niveau d'imposition sur le capital financier, donc par exemple la détention d'actions, essayons de ne pas être trop technique pour nos téléspectateurs. Si vous voulez, pour faire ce cercle-là, on a concrètement des entreprises qui s'enrichissent, qui participent à financer les richesses d'une minorité. Ça va faire une minorité d'acteurs qui vont avoir de plus en plus d'argent. Et dans le même temps, on demande à la majorité de la population française de faire des efforts, de payer un petit peu plus de CSG pour les retraités, les fonctionnaires qui n'ont pas de compensation, les chômeurs indemnisés, etc. Et donc c'est vraiment une politique fiscale qui est au service d'une toute petite minorité. C'est ça la philosophie du gouvernement. La baisse des dividendes que vous précisez, elle concerne les entreprises du CAC 40. Or, la première tranche de la baisse de l'IS l'an prochain, de 33% à 28%, c'est uniquement pour les entreprises qui font moins de 500 000 euros de bénéfices. Et en plus, deuxième point, un dividende est payé après les impôts et sur le résultat net. Donc, en point de vue comptable, ce que vous dites n'a aucun sens. Plus il y a de bénéfices, plus il y a de dividendes qui vont être versés. Pas forcément, parce que vous pouvez faire des investissements. Si l'imposition, c'est pas le choix des entreprises en France. Si je comprends la cohérence de ce que vous dites, il faudrait au fond que l'imposition des bénéfices soit de 85 ou 90%. Là, ce serait juste. Là, on prendrait aux riches et on donnerait aux pauvres. Vous savez bien que rien dans le monde n'établit cette Ils ont déjà baissé de 40% ces 10 dernières années. De 40%, alors que les bénéfices... Et c'est ce qu'on révèle dans notre étude. Il y a eu 300 000 emplois de créés quand même. Non, et surtout, les bénéfices des entreprises ont augmenté de 10%. Ah, sûrement. Et dans le même temps, le niveau d'imposition des entreprises a baissé de 40%. Ça veut dire que concrètement, on a des entreprises qui s'enrichissent de plus en plus, mais qui payent de moins en moins d'impôts. C'est plus les entreprises perdent de l'argent, plus elles vont employer. Franchement, c'est un monde de rêve. Guillaume Duval. Non, mais simplement, la théorie du ruissellement, on la connaît depuis longtemps. C'est quelque chose qui a déjà été fait, qui n'a pas fonctionné. Et on sait depuis longtemps que ça ne fonctionne pas. Quel est l'équivalent puisque l'ISF n'existe pas dans d'autres pays? L'exemple le plus frappant, c'est effectivement celui des États-Unis, où on mène une politique de ce type-là depuis 40 ans avec grande continuité. Ce qu'on a constaté, c'est que les inégalités n'ont pas arrêté de se creuser, que les pauvres et les classes moyennes, y compris pas simplement les plus pauvres, n'ont
profité aucunement de l'activité, de la croissance de l'activité économique depuis 40 ans, et que par ailleurs, contrairement à ce que disait M. Darmanin tout à l'heure dans votre intervention, les États-Unis sont un des pays où il y a le moins de mobilité sociale. C'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est un des pays où on devient le moins souvent riche quand on était pauvre au départ. Enfin, les pays où il y a de la mobilité sociale, où il y a même plus de mobilité sociale que chez nous, c'est les pays scandinaves, parce que là, oui, il y a beaucoup de redistribution, et il y a beaucoup d'imposition. Le risque, si vous me permettez, en termes de dynamique, économique, le problème de ce budget, puisque M. Richard me demandait quel était le budget idéal, etc. Le problème de ce budget, c'est que quand vous donnez de l'argent aux riches, ils l'épargnent, ils le mettent de côté. Et comme vous en prenez aux pauvres, parallèlement pour équilibrer vos comptes, ces pauvres-là ne consomment pas. Et donc, vous risquez d'avoir le même effet que celui qu'avait eu François Hollande la première année de son gouvernement, en augmentant les impôts, lui, mais Emmanuel Macron risque de l'avoir de la même manière en baissant les dépenses. Vous risquez de casser la reprise, une reprise qui est très fragile. Oui, on a eu 300 000 emplois créés, ça n'a rien à voir avec la politique du gouvernement, ça a à voir avec la politique de la BCE, vous le savez très bien, et au fait que le prix du pétrole est relativement bas aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir une politique monétaire un peu moins favorable. Et pour vous, ce budget 2018 va freiner cette reprise ? Oui, il va freiner la reprise, c'est à peu près sûr. Alors, l'exemple américain, à mon avis, est assez mal choisi. Personnellement, j'ai été un Français expatrié aux États-Unis, naturalisé américain, et j'ai connu une forme d'ascension sociale là-bas. À mon avis, elle est beaucoup plus rapide et possible qu'en France. Mais c'est un autre sujet. C'est pas ce que disent les chiffres. Moi, ce que je dirais, c'est que sur le choc fiscal, c'est un choc fiscal assez timide quand même. On aurait pu aller plus loin. La plupart des baisses d'impôts, 20 milliards d'euros, ce n'est même pas un point de PIB. Et surtout, tout est étalé sur 3 ans. Non, c'est un bon début, mais c'est étalé sur 3 ans. Pour vous, il faut aller encore plus loin. Voilà, l'impact 2018 est assez faible. Et aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a une très bonne croissance. Mais justement, pour revenir sur ce que disait M. Duval, le contexte macroéconomique peut être très différent dans 18 mois, avec effectivement des politiques monétaires qui seront moins expansionnistes. Et là, boucler le budget risque d'être beaucoup plus compliqué, en particulier si on veut baisser les impôts. Et si on pense, comme M. Richard et moi-même, à l'inverse de ce que vous pensez, que cette baisse d'impôts est une bonne chose pour l'investissement, la croissance et la création d'emplois. Alain Richard, est-ce que dans ce budget 2018, vous admettez qu'il y a un pari qui est fait sur les riches ? Non, sur l'épargne et l'investissement dans la croissance. Qui détient l'épargne ? C'est affreux, n'est-ce pas, qu'il y ait des gens qui aient des ressources, qui aient parfois par héritage d'ailleurs, Madame la milliardaire Madame Bettencourt, et qui utilisent leur argent pour investir et pour fabriquer de la croissance. Si vous le faites uniquement avec l'argent de l'État, ça a été essayé, on connaît le résultat. Donc honnêtement, nous avions des entreprises dont les taux de profit, dont la profitabilité était la plus faible des pays européens. On a commencé à rattraper sous le gouvernement précédent. Je pense qu'il faut continuer ça et qu'il faut aussi que, quand vous êtes assujetti à l'ISF, parce que vous avez beaucoup d'argent, on ne traite pas de la même façon votre château et les actions que vous mettez dans des entreprises qui se développent. C'est aussi simple que ça. Guillaume Duval ? Oui. Mais simplement, ce qu'il faut voir, c'est que la politique qui a été menée sous le gouvernement précédent, c'était principalement d'abaisser le coût du travail pour augmenter la compétitivité des entreprises. Ce qu'on a constaté, c'est que sur ce plan-là, ça ne marche pas. On a toujours autant de déficits extérieurs. C'est-à-dire que la compétitivité des entreprises, elle ne dépend pas simplement du coût du travail, elle dépend de beaucoup d'autres choses, des dépenses en matière de recherche et développement, d'éducation, d'enseignement supérieur, etc. Ce qu'on constate et ce qu'on va constater pendant 5 ans, c'est qu'on va faire des économies sur tout ça, pour réussir justement à financer les baisses d'impôts qu'on veut pour les très riches. Est-ce qu'au bout du compte, on aura le cercle vertueux que décrit M. Alain Richard ? J'en doute beaucoup. On va avoir des très riches qui vont avoir beaucoup d'argent, comme Mme Bettencourt, mais enfin, elle l'utilisait beaucoup dans un certain nombre de paradis fiscaux pour acheter des îles ou pour nourrir M. Bagné. Et pour beaucoup de fondations aussi et beaucoup de mécénats. Bon, combien d'ISF payait-elle déjà ? On peut faire du Marianne aussi, oui. Alors, non, mais écoutez, les yachts, etc., je veux bien qu'on les taxe plus, mais il ne faut pas m'inventer que c'est de l'investissement productif. C'est le contraire, monsieur. Ne tombons pas peut-être dans la caricature. Je vous fais observer simplement. Je vous fais simplement observer que ce que vous dites
factuellement inexact, puisque le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur augmente et que celui de l'éducation augmente. Donc précisément, on est en train de faire de la préparation de l'avenir. Simplement, il vous manque une case au milieu, c'est que vous pensez que simplement si on fait de la recherche publique et de l'enseignement supérieur, la croissance va venir toute seule. Malheureusement non, il faut que des gens la financent. Et ces gens sont des gens qui font des investissements avec leur argent. Et qui en attendent une rentabilité. C'est uniquement de ça qu'on parle. Alors, l'une des réformes les plus emblématiques de ce budget 2018, c'est effectivement la suppression de l'ISF. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, est revenu tout à l'heure en commission des finances au Sénat. Nous supprimerons l'impôt sur la fortune. Nous ne maintiendrons qu'une contribution sur les actifs immobiliers. Et l'immobilier comme outil de travail restera exonéré de toute forme d'imposition. Avec la suppression de l'ISF, que poursuivons-nous finalement? Nous cherchons à faire que ceux qui vont bénéficier de cette baisse de leur fiscalité réinvestissent dans notre outil économique. Alain Richard, éclairez-nous sur cette mesure. C'est donc une transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, c'est bien ça? Oui. C'est-à-dire que quand vous faites, je suis dans ce cas-là, quand vous faites une déclaration d'ISF, vous additionnez l'ensemble des choses qui sont vos possessions. Et vous leur donnez une valeur. Et aujourd'hui, on additionne, on empile les appartements, les maisons secondaires, les biens meubles du genre des véhicules, etc., et les placements qu'on fait dans l'économie. Ce que propose le gouvernement et qui va être voté, c'est que les placements qu'on fait dans l'économie ne seront plus taxés à l'ISF. Donc on privilégie les investisseurs au détriment des rentiers. Il faut observer d'ailleurs que de toute façon c'est un sujet. Moi j'ai contribué à rétablir l'ISF en 88 quand j'étais rapporteur du budget auprès de Michel Rocard. Bon, on a toujours dit que les placements que faisaient les entrepreneurs dans leurs propres entreprises étaient exonérés. Ça s'appelait l'outil de travail, c'est depuis le début. Simplement la petite erreur de raisonnement qu'on a faite et qui a été maintenue pendant 30 ans, c'est que les placements qu'on faisait dans les entreprises des autres étaient, elles, couvertes par l'ISF. Avec le résultat que les vieux, quand ils quittent leur situation majoritaire dans leur entreprise et qui ne sont plus au management, qui cèdent à leur famille, deviennent imposables, impôts sur l'ISF, et ils se retrouvent tous en Belgique. Alors, Manon Aubry, vous, chez Oxfam, vous avez fait une étude, et vous dites, à cause ou grâce à cette réforme, les 10% les plus riches vont voir leurs revenus augmenter, le chiffre est très précis, avec 1 193 € par an. C'est bien ça? Ce chiffre, précisément, il s'appuie sur une étude de l'OFCE, qui a pris en compte à la fois l'impact de la mesure fiscale et son financement. Guillaume Duval le rappelait très justement, c'est un coût de, par exemple, l'ISF, d'abord annoncé à 3 milliards, finalement ça coûterait plutôt proche de 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est lourd dans un budget de l'État, donc il faut le financer avec une baisse de dépenses publiques dont on commence à peine à voir la couleur. Et donc ça a un impact important, à la fois la baisse des impôts pour les plus riches et la baisse de dépenses publiques pour les plus pauvres. Et donc ça fait un écart très important, près de 1 200 € en plus par an pour les 10% les plus riches. Et à l'inverse, les 10% les plus pauvres devraient connaître une baisse de revenus de 337 €. Voilà, ça, c'est les chiffres de l'OFCE. Après, moi, je voulais réagir. Les dépenses publiques de l'État augmentent de 5 milliards. Elles ne baissent pas. Ouais. Donc, elles augmentent en volume de 0,5%. Non, elles augmentent en volume de 0,5%. Et les 16 milliards le déficit augmente de 6,4 milliards d'euros. Juste pour finir, si je peux me permettre pour finir sur l'ISF. L'ISF, c'est quand même, il faut rappeler, je pense, à tout le monde, parce que c'est un impôt dont on a tous entendu parler. Qui n'existe qu'en France ? Non, il n'existe pas qu'en France. Il n'existe qu'en France, nous sommes les champions de la fiscalité. Il y a un autre pays du monde. Sous cette forme-là, essentiellement en France. Si je peux terminer, il y a 350 000 ménages, 340 000 exactement, qui le payent en France. On parle d'une toute petite minorité. Et dans cette minorité-là, la part de leur patrimoine mobilier donc ou financier est très 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 importante. Donc en retirant cette partie-là de l'imposition, on va leur redonner des sommes colossales. Et pour les pousser à investir, ça vous n'y croyez pas? Ils payent 1,5% là-dessus. Ça va contribuer à soutenir une autre rente, qui est une rente financière, c'est-à-dire que demain, ceux qui étaient très riches par leur action, ils seront encore plus riches sans rien faire grâce à la rémunération de leur action. Non, pas sans rien faire, simplement en plaçant leur argent utilement. C'est ceux-là qui consomment et c'est ceux-là qui relancent l'économie. Avec des importations massives. Et c'est à ceux-là même qu'on aurait dû redonner du pouvoir d'achat. Et la taxation de la rente immobilière, ça devrait vous plaire. On a fait le choix, et le gouvernement doit l'assumer, de privilégier le revenu des plus riches pendant qu'il y a une population qui va trinquer. L'investissement des gens qui ont les moyens. Guillaume Duval, oui. Je voudrais répondre à Alain Richard sur un point qu'il vient d'évoquer et qui est très intéressant. C'est la question des vieux
des retraités. Donc le gouvernement a dit c'est injuste, les retraités vivent trop bien. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient taxés à la CSG. C'est pas ça que je parlais. Ça n'a pas été dit comme ça. Et que... C'est pas ça que je parlais. Non, mais c'est un petit peu, il a raison, c'est parfois l'idéologie derrière le gouvernement. Trop bien. Non, mais c'est une vraie question. La question des retraités, elle est importante dans ce budget. C'est pour ça qu'il faut qu'ils subissent la hausse de la CSG pour alléger la charge qu'il y a sur les salariés, sur les actifs. Ce qu'on va constater, c'est que c'est pas du tout ça qui va se passer. C'est-à-dire que les retraités les plus riches, ceux qui ont beaucoup d'actions et de fortune, vont se retrouver fortement aidés, avec beaucoup d'argent en plus, par les mesures fiscales qui viennent d'être prises. Et ceux qui vont subir, c'est les retraités qui gagnent un peu plus de 1 200 € par mois, ce qui, peut-être pour M. Richard, est très élevé, mais ce qui, pour la plupart des Français, n'est pas beaucoup. Aussi démagogue, franchement. Comment ça, Vous n'êtes pas obligé d'attaquer les gens. C'est les 10%. Je n'ai jamais dit ce que vous venez de me prêter. Vous soutenez ces mesures qui vont taxer les retraités de plus de 1 200 €. Qu'est-ce que vous en savez? Alors répondez-nous, Alain Richard. Si nous avions un tout petit peu de calme et de respect de l'interlocuteur dans cette discussion, vous pourriez entendre le fait que nous allons débattre, en effet, dans la majorité, et je pense avec d'autres collègues, d'une meilleure continuité quant au taux de CSG sur les retraités, parce que la coupure entre les retraités à 1400 et les retraités à 1500 n'est pas justifiée. Simplement, nous l'avons fait à plusieurs reprises, et je pense que c'est une mesure progressiste. Il est préférable, en effet, d'asseoir une partie du financement du social sur une contribution sur l'ensemble des revenus, Absolument. Et par conséquent, alléger les cotisations uniquement sur le salaire, c'est-à-dire le coût du travail pour le salarié. Donc, il y a un problème de seuil pour les retraités. On va en discuter pendant cette loi de finances. Et donc, ne racontez pas des sornettes comme les gens qui soutiennent le gouvernement taxent les salariés, enfin les retraités de 1 500 € de gens riches. Enfin, franchement. Vous-même, vous émettez des doutes sur cette question de seuil? Mais naturellement. Ouais. Et comme tous les seuils, d'ailleurs. Pour répondre à M. Duval, je vais vous répondre par une question. Les retraités assez aisés dont vous parlez, vous pensez véritablement que l'essentiel de leur patrimoine en France, ce sont des actions qui s'amusent comme ça à boursicoter ou à investir dans des sociétés, ou plutôt de l'immobilier? Il me semble que c'est plutôt de l'immobilier, et que justement ce gouvernement va concentrer l'impôt sur la fortune sur ce qu'il appelle la rente immobilière. Bon, c'est sa vision, il l'assume, mais du coup ces retraités aisés, en réalité, ce que vous pensez qu'ils vont gagner d'un côté, ils risquent de le perdre sur l'IFI aussi. Donc la situation est neutre. Il n'y a pas de volonté de favoriser les retraités aisés, parce que je peux vous démontrer que c'est l'immobilier qui constitue l'essentiel de leur patrimoine, et tout ce qu'ils pourraient gagner de toute façon sur les actions, ils vont le reperdre côté immobilier. Là, effectivement, c'est pas beaucoup, mais là-dedans, il y a Vous pensez pas qu'ils ont beaucoup de patrimoine immobilier? Ils n'ont pas adopté le particulier dans Paris? Non. En tout cas, ça ne va pas faire de différence pour eux sur leur patrimoine immobilier. On ne va pas augmenter l'impôt sur le patrimoine immobilier. Mais prenons le raisonnement jusqu'au bout, soyons un tout petit peu rigoureux quand même. Notre interlocutrice disait tout à l'heure que les gens dont la composition du patrimoine comportait une grosse majorité de mobilier, c'est-à-dire d'actions, de placements financiers, sont 10 000 sur les 340 000. Et je crois qu'elle a raison sur ce chiffre. Non, j'ai pas du tout dit ça. Dans les 1% qui payent l'ISF, donc les 1% les plus riches en France, 80% de leur patrimoine, c'est un patrimoine qui est non immobilier, donc des actions, etc. Non, ça, c'est pas Après, exact. je ne sais pas. Ce raisonnement, Si. Plus on est riche, ceci concerne les plus 10 000 la et part pas de les notre 340 000. patrimoine immobilière est faible et la part de notre patrimoine financier oui, mais est alors, grande. vous êtes trompé dans les Alors, chiffres. il y a un problème dans vos chiffres. Moi, il y a un problème dans vos chiffres que j'ai lu. Vous avez une grande partie de l'épargne des riches qui va dans des véhicules de placement collectif exposés à l'immobilier et qui sont réintégrés par ce gouvernement dans l'IFI. En réalité, les riches investissent dans les SCPI, OPCI, etc. Il nous reste une minute, Guillaume Duval. Ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec la philosophie du gouvernement qui est de dire il faut privilégier l'investissement dans l'appareil productif par rapport à l'investissement immobilier. Le problème, c'est que la mesure qui est prise sur l'ISF et qui est celle qui pèse le plus lourd là, dans ce qu'on donne aux riches, c'est une mesure 1 et 0. C'est-à-dire qu'on continue à taxer assez fortement l'immobilier, qui est déjà taxé par ailleurs pour d'autres raisons, et on ne taxe plus du tout
l'investissement productif. Les actions. Je pense qu'on peut avoir des mesures plus différenciées qui permettent de ne pas avoir un écart tel entre la taxation de l'immobilier et la taxation de l'investissement productif. Je suis d'accord sur la logique d'ensemble, mais pas à ce point-là. Ah bah voilà. Et on va s'arrêter là. Et vous terminez sur un point d'accord, c'est merveilleux, et même avec un sourire. Alors Richard, merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Place maintenant au match des idées. Il va opposer dans un instant Samuel Le Goff, journaliste spécialiste du Parlement, à Tristan Kinomo-Poil, journaliste politique au Figaro. Nous reviendrons sur les suites des élections sénatoriales que vous avez d'ailleurs pu suivre en longueur sur Public Sénat. Les présidents de groupe sont élus les uns après les autres. Ce n'est pas tout à fait terminé. Et tous auront à faire face aux divisions internes. On va y revenir, mais d'abord un point complet avec Jérôme Rabier. Il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Les Républicains, renforcés après le renouvellement sénatorial, ont donc reconduit, sans vote mais par acclamation, Bruno Retailleau à la tête du groupe. Seul en lice, il promet d'œuvrer à l'unité du groupe, alors que la création d'un groupe constructif semble désormais compromise. Chacun doit pouvoir trouver sa place et je veillerai, comme je l'ai fait d'ailleurs scrupuleusement, à ce que chacun puisse s'exprimer. Chez les socialistes, où l'on a plutôt bien résisté au renouvellement, le débat sur la ligne à tenir face au gouvernement fait toujours rage. Mais cela n'a pas empêché Didier Guillaume de s'imposer pour un nouveau mandat à la tête du groupe. Moi, j'ai un rôle essentiel, majeur. C'est celui de conserver l'unité du groupe, de faire en sorte que les sénateurs et les sénatrices socialistes travaillent en bonne intelligence. Les centristes ont eux élu un nouveau président en remplacement de François Zocchetto, et c'est Hervé Marseille qui devra faire cohabiter les élus du MoDem et ceux de l'UDI, avec un groupe charnière comme souvent au Sénat. Le groupe RDSE a lui désigné Jean-Claude Requier comme président, dans un groupe qui reste fidèle à la liberté de ses membres. François Patriat a lui fait l'unanimité dans un groupe La République En Marche qui rêvait d'être le deuxième groupe du Sénat et pourrait n'être que le 5e en effectif. Enfin, chez les communistes, le scrutin n'aura lieu que demain après-midi, mais la présidente sortante Éliane Assassi devrait être prolongée pour un nouveau bail à ce poste. Avec nous pour ce match des idées, Samuel Le Goff. Bonsoir, vous êtes journaliste en charge du Parlement à Contexte, un journal des professionnels des politiques publiques et européennes. Tristan Kinomo-Poil, bonsoir à vous également. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Figaro. On va commencer par les Républicains. Bruno Retailleau a été élu tout à l'heure, à l'unanimité. Il a même été désigné par acclamation. On va y revenir. Il a pris la parole et il a tenu un discours plutôt offensif. Écoutez. On ne laissera rien passer. Il n'est pas question, par exemple, d'adopter une révision de la Constitution qui appauvrirait, en termes de représentation, la France périphérique. C'est tout un. Donc on se battra pied à pied, mais on le fera de façon intelligente et responsable. C'est un avertissement à Emmanuel Macron, quand même, sur la réforme de la Constitution. C'est en tout cas un avertissement qui est clair. Nous portons, nous, le message des grands électeurs de dimanche. On ne laissera rien passer. C'est un message certainement adressé à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est aussi un message adressé aux quelques sénateurs qui voudraient créer ce fameux groupe dissident, ce groupe des constructifs, Samuel Le Goff? Ouais, je pense qu'il n'a pas besoin de les menacer beaucoup pour arriver, je pense, à neutraliser ce petit groupe, puisqu'il faut déjà 10 sénateurs pour, et on sent qu'il y a déjà des divisions entre les quelques constructifs. Ensuite, les deux qui veulent créer ce groupe dissident n'étaient même pas là au moment du vote. C'est dire quand même qu'ils veulent montrer une forme de contestation. Voilà, mais s'ils ne sont que deux, ils n'iront pas bien loin, ils se retrouveront chez les non-inscrits. Donc, quelque part, c'est une tentative vouée à l'échec. Donc, c'est plus maintenant pour Bruno Retailleau l'objectif, le gouvernement, l'opposition, se poser un peu comme le chef de file aux côtés de Gérard Larcher, de ce qui va être quand même la résistance à la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron. Tristan Kinomo-Poil, vous êtes d'accord? Ce groupe des constructifs du côté du Sénat n'a aucune chance de voir le jour? Bon, en tout cas, Fabienne Keller, qui œuvrait pour sa création, a déposé des armes, visiblement, donc ça complique un petit peu l'initiative. Si on est un peu précis, elle parle de l'éventuelle création d'une amicale à l'intérieur de ce groupe, les Républicains. Voilà. Ce qui montre en tout cas que Bruno Retailleau, même s'il est ferme dans son expression, il a toujours eu, finalement, il a toujours été plutôt à droite des Républicains. Il va quand même devoir faire face au sein de son groupe à des sénateurs qui sont beaucoup plus modérés. D'ailleurs, il va y avoir dans ce groupe plusieurs tendances, il va devoir concilier. Et puis après tout, le Sénat, c'est quand même un lieu où il faut être expert du consensus. Donc derrière les déclarations un peu fortes, peut-être que ça sera moins évident. Comment vous expliquez... Il va y avoir,
Il va y avoir au Sénat beaucoup de textes qui vont arriver où la droite peut avoir envie, c'était le cas d'ailleurs lors du dernier quinquennat, avoir envie d'influencer pour essayer de tirer les textes un peu plus à droite qui ne le sont et non pas s'y opposer frontalement. Il y a peut-être deux stratégies qui s'opposent. Comment vous l'expliquez que ce groupe déconstructif, dont on a beaucoup parlé pendant des semaines et des semaines, finalement peut ne pas voir le jour? Est-ce que, pardon pour cette question, mais est-ce que tout d'un coup, La République En Marche et Emmanuel Macron n'ont plus vraiment la cote à l'issue de cet échec des sénatoriales? Est-ce que ça peut être une explication? L'échec des sénatoriales, c'est quand même l'échec d'un groupe En Marche qui se crée et qui revient moins nombreux qu'il n'est parti. Donc il n'y a plus aucun intérêt à quitter le groupe LR pour rejoindre une majorité présidentielle où les limites viennent d'être fixées. Plus aucun intérêt politicien, vous voulez dire? Politique, et même en termes d'idéal, en termes d'avenir, il n'y a plus de dynamique. Je dirais quelque part, on est revenu dans la normalité. La vague de juin, la parenthèse se referme, et maintenant les positions se figent. Et on voit à peu près maintenant qui pèse quoi, où sont les rapports de force. Et donc c'est trop tard pour partir. En fait, c'est constructif. On aurait dû rejoindre le groupe En Marche au mois de juin-juillet, quand il s'est créé. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qui fait que le groupe En Marche s'est retrouvé avec que des ex-sénateurs socialistes. Et ça a sans doute causé une partie de l'échec, parce qu'ils n'ont pas réussi à ramener une partie de la droite, comme cela s'est fait à l'Assemblée nationale en juin, où une partie des députés LR, mais une petite partie, ont quand même basculé du côté de la majorité. Il est évident que la mariée est moins séduisante. Il y a effectivement l'échec au sénatorial de La République En Marche, et puis la popularité, on voit que Emmanuel Macron a quand même beaucoup baissé durant l'été. Or, si des Républicains décident de se mettre dans la roue d'Emmanuel Macron, c'est un aller sans retour. Ils le savent. Et donc, est-ce qu'ils ont tous l'audace de partir pour se retrouver à 10, 15 dans un groupe à part et être un supplétif? C'est pas sûr. Il faut regarder un petit peu le groupe constructif à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est identifié auprès des Français? Est-ce qu'on perçoit un apport de ce groupe? Est-ce qu'il est pris en compte réellement par l'ensemble de la majorité? C'est pas flagrant. Du coup, est-ce qu'il est intéressant de faire la même chose au Sénat? C'est pas sûr. Je voudrais maintenant qu'on parle du Parti Socialiste, le groupe PS au Sénat. C'est Didier Guillaume qui a été réélu à sa tête. Sa tâche principale, à lui aussi, ça va être de rassembler. Elle va être relativement compliquée, cette tâche. Deux lignes s'opposent, ceux qui veulent être dans une démarche constructive en faveur d'Emmanuel Macron et ceux qui sont dans une opposition ferme, là encore. Est-ce que Didier Guillaume a ce pouvoir de rassembler un groupe socialiste au Sénat profondément divisé? La division, si elle devait avoir lieu, aurait eu lieu au moment de ce vote pour l'élection présidentielle du groupe. Donc finalement, Didier Guillaume l'a emporté de justesse, certes, mais il l'a emporté. Et à partir du moment où ses adversaires ne quittent pas le groupe immédiatement, ils vont y rester. Et puis Didier Guillaume a quand même toute la rondeur et le sens politique pour arriver à former ce groupe, en sachant quand même qu'être Macron compatible, là aussi, c'est de moins en moins intéressant quand on est au PS. Enfin, les portes se sont refermées, il n'y a plus grand-chose à gagner pour le groupe PS à continuer à tendre la main. Donc il va plutôt s'orienter vers une position comme celle de la droite. Nous ne sommes pas dans la majorité, mais nous sommes ouverts pour discuter. Et ensuite, les négociations commencent. Donc tout tient aussi sur la personnalité de Didier Guillaume? Oui, il va y avoir finalement des choses qui vont être plutôt, qui vont faciliter les choses pour le Parti socialiste. Il y a eu les ordonnances de la loi travail. C'était compliqué pour certains socialistes de s'y opposer, sachant qu'ils avaient soutenu la loi El Khomri. Là, il va y avoir le budget. Or, le budget, il est quand même plutôt marqué à droite. Donc c'est facile pour les socialistes de retrouver le clivage. C'était compliqué pour eux sans le clivage. Et là, ils vont pouvoir de nouveau trouver des repères auxquels ils avaient l'habitude. Et du coup, on va avoir des groupes qui vont être beaucoup plus soudés que sur des textes un petit peu ambigus entre droite et gauche. Exactement, voilà. Du côté de La République En Marche, François Patria a été réélu, là aussi sans surprise, président du groupe, à l'unanimité et même acclamé par les sénateurs. Pour autant, alors qu'on parlait dimanche et lundi de 27, 28 sénateurs au sein du groupe La République En Marche, aujourd'hui, on en est à une petite vingtaine. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une hémorragie? En tout cas, il avait même dit 60 à une époque. Il espérait gagner jusqu'à 60 sénateurs. Je parle là même depuis dimanche. Bien sûr. Mais, parce que là, comme pour les constructifs, finalement, c'est beaucoup moins séduisant de se rapprocher de ce groupe. Et du coup, il doit faire face à cela. Et puis, il y a une inquiétude réelle aussi qui est présente chez les élus locaux avec l'ensemble des réformes qui ont été annoncées. Et les sénateurs, ce sont les représentants avant tout des élus locaux. Ils doivent rendre compte auprès d'eux et du coup soutenir les orientations du gouvernement, ce qui concerne leur stratégie pour la politique territoriale. C'est pas facile, donc il doit faire face à cela.
Samuel Le Goff. J'attends d'avoir quand même la liste complète et officielle des groupes, puisqu'il y a beaucoup de jeux de dupes entre le RDSE, le groupe En Marche. On sait que rien n'est fixe pour le moment, effectivement, ça va prendre quelques jours. Le sénateur Dantec essaie de recréer un groupe à sensibilité écologiste de gauche. Les communistes se verraient bien adjoindre quelques personnalités pour renforcer leur groupe. Enfin, là aussi, à la marge, on peut avoir quelques unités qui bougent. On sait par exemple que des radicaux de droite ont basculé au groupe RDSE. Combien vont suivre? Et surtout, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent du fait du non-cumul des mandats qui amène des sénateurs à renoncer à leur siège. Et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils viennent. Et là-dessus, je dirais la course aux sénateurs d'hiver gauche est ouverte. Il y a quelque chose de frappant quand on regarde tous ces groupes et qu'on voit qu'ils sont effectivement divisés autour d'une seule et même question. Est-ce qu'on doit être en faveur d'Emmanuel Macron ou plutôt incarner une opposition dure? On a le sentiment que finalement ces partis politiques n'ont plus d'idéologie solide. C'est comme s'ils se définissaient uniquement pour ou contre Emmanuel Macron. Où sont passées les idéologies de ces partis qui existaient et qui avaient des idéologies fortes avant l'arrivée d'Emmanuel Macron tout de même? Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'au Sénat, pour l'instant, il n'y a qu'un seul groupe qui a cette idéologie et qui est sûr d'être contre Emmanuel Macron, c'est le groupe communiste. Ouais. Tous les autres sont traversés par des clivages entre plutôt constructifs ou pas, ou opposés au gouvernement. Vraiment tiraillés par cette question. Effectivement. Mais c'est à cause des ordonnances de la loi travail, de la sécurité, des textes où finalement, voilà, on peut se retrouver dans un camp comme dans l'autre. Et du coup, tous les partis sont encore bouleversés par le résultat de l'élection présidentielle et ils doivent encore retrouver leurs repères. C'est l'œuvre d'Emmanuel Macron. Oui, ils sont tous encore un peu chamboulés et ils doivent avoir des textes, par exemple, en tout cas des rendez-vous comme le budget pour retrouver leurs repères. Et ça va se faire après au fil du quinquennat et au fil aussi des difficultés d'Emmanuel Macron où certains vont pouvoir retrouver leur maison d'origine. Et ça a peut-être déjà cartel avec ces sénatoriales d'ailleurs, Samuel Le Goff. En fait, il ne restait pas grand-chose d'idéologie dans certains partis, notamment au Parti socialiste, qui était juste devenu un cartel d'élus qui étaient là pour chercher des places et se les répartir. Donc à partir du moment où Emmanuel Macron casse le jeu et les chasse du pouvoir, il ne reste plus grand-chose pour eux. En fait, il n'y a que deux groupes qui sont vraiment sur deux, qui ne se posent pas de questions. C'est le MoDem et la France Insoumise et les communistes, parce qu'eux, ils sont sur leur idéologie. Ils y vont, et les autres, c'est en pleine reconfiguration. Et la reconfiguration se fait en partie pour ou contre Macron. Est-ce qu'on veut être dans la majorité ou pas dans la majorité? Parce que beaucoup ont quand même cette volonté d'être au pouvoir. Pour la droite, c'est quand même dur d'être dans l'opposition pour la deuxième fois de suite. Enfin, ils espéraient bien reprendre la main, d'où le côté un peu l'acrimonie qu'on peut sentir chez Bruno Retailleau. C'est cette acrimonie de gens qui ont été 5 ans dans l'opposition, qui disent c'est bon, on va le reprendre. Et au dernier moment, l'affaire leur file entre les doigts et c'est reparti pour 5 ans d'opposition. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Emmanuel Todd, auteur de « Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine ». L'historien nous livre sa vision du monde actuel. Après études et observations de l'histoire de l'humanité, ce sera juste après une courte pause. À tout de suite. Demain, dans Territoire d'Info, Patrick Caner, ancien ministre des Sports et sénateur du Nord, sera l'invité de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, demain à 8h en direct sur Public Sénat. 2 films, un débat pour prendre le pouls de notre monde. Premier documentaire, 7 mai 1995, après 2 tentatives infructueuses, Jacques Chirac est enfin élu président de la République. Il a vaincu la gauche, mais il a surtout vaincu le pire des adversaires, Édouard Balladur. Coup bas, mensonge et affaire, retour sur ce combat fratricide qui a déchiré toute la droite. Puis plongé dans les couloirs et procédures de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Depuis quelques années, le nombre de demandes d'asile explose. Alors comment ces agents gèrent-ils cet afflux? Comment obtenir ce sésame qui permet de recommencer sa vie après la guerre et les persécutions? Et à la suite, notre débat, faut-il réformer le droit d'asile? Et comment? Ce sont vos rendez-vous d'un monde en doc. Un monde en doc, samedi à 22h30 sur Public Sénat. On va plus loin.
loin continue avec notre entretien. Emmanuel Todd est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, essayiste, démographe, anthropologue et vous êtes l'auteur de « Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine ». Avant de parler des thèses que vous développez dans votre ouvrage, je voudrais revenir sur les propos qu'aurait tenus Emmanuel Macron sur vous et d'autres intellectuels. D'après Philippe Besson, un proche d'Emmanuel Macron, le chef de l'État affirme que vous êtes dans les vieux schémas, que vous regardez le monde d'hier avec les yeux d'hier, avec de vieux instruments, des esprits tristes englués dans l'invective permanente. En clair, il essaie de vous rincardiser, vous et d'autres intellectuels. Qu'est-ce que vous lui répondez? Rien, en fait. Il raconte ce qu'il veut. Vraiment. Ça ne vous fait ni chaud ni froid? Ça vous laisse totalement indifférent? Non, vraiment. Oui, vous voyez, je pourrais essayer de dire quelque chose de pas gentil, de vite, de méchant, mais en fait, ça m'est complètement égal. Au-delà de l'homme qu'il est, quel regard vous portez sur le phénomène Emmanuel Macron, ce chef d'État? C'est intéressant ce que vous avez dit, phénomène, parce que j'entends tout le monde parler beaucoup de Macron. Je ne suis pas énormément à la politique française. Et en fait, moi, je me suis toujours beaucoup plus intéressé au macronisme qu'à Emmanuel Macron lui-même, qui pour moi n'est qu'un modeste inspecteur des finances. J'ai vu au moment où il a été élu, j'ai été frappé par l'espèce de vague d'intérêt pour lui, alors que, de mon point de vue d'analyste de l'économie, de la politique, il ne disait rien de nouveau. Donc en fait, il y a eu comme une sorte de rêve éveillé ou pas éveillé dans les classes moyennes françaises qui s'est fixé sur Macron. Mais pour moi, Macron n'existe pas vraiment. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à m'intéresser à ce qu'il dit. Je pense qu'il est le rêve. Il est le rêve plus des gens qui l'ont élu que lui-même. Il a manifesté à une attente oui, c'est-à-dire un sentiment de vide, de ras-le-bol, du PS, j'oublie le nom du parti de droite change tout le temps, donc je l'oublie. Oui, mais il s'appelait autrement, enfin bon, voilà. MP. Oui, enfin tout ce qu'on veut. Et donc il y a eu ça, et alors il a très certainement eu l'intelligence tactique, et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué la théorie de l'UMPS du Front National, avec ce paradoxe que l'application de cette théorie a dézingué le Front National. Mais pour moi, c'est des phénomènes qui échappent totalement à ces acteurs que les journalistes décrivent, et là, pour moi, on est arrivé au bout du bout, d'une certaine manière. Bon, c'est vrai qu'il y avait plus grosse différence entre les Républicains et le PS en termes de politique économique. C'est vrai que les équipes Macron ont dit qu'ils allaient fusionner la gauche et la droite, mais comme la gauche et la droite faisaient déjà la même politique économique qui ne marchait pas, et ben, si on fait la fusion des deux, ça fera aussi une politique économique qui ne marche pas, et elle ne peut pas marcher parce qu'à l'intérieur de l'euro, on ne peut rien faire, compte tenu de la puissance de l'économie allemande et de l'importance des rivalités salariales entre les pays de la zone euro. Et donc, il va à l'échec aussi sûrement que Hollande, sans doute plus vite, parce qu'il faut reconnaître, il est beaucoup plus rapide. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai du mal à avoir une opinion... Effectivement, c'est l'une des thèses que vous développez, et Emmanuel Macron est dans cette lignée-là. Mais c'est pas le sujet de mon livre, hein. J'en parle volontiers, mais parce que je suis citoyen français, mais vraiment, je m'en fous, en fait. C'est pour ça que je vous oriente vers les thèses que vous développez. Et vous le dites aussi, Emmanuel Macron met au centre, comme plein de dirigeants avant lui, l'économie, alors que pour vous, il faut mettre l'anthropologie au centre de tout. Expliquez-nous ça. Ce que j'essaye de comprendre, c'est ce sentiment d'impuissance qu'on a, très aigu en France, mais qui a touché les États-Unis, où la mortalité des Blancs de 45 à 54 ans a augmenté, où les inégalités augmentent, où en vérité le niveau de vie baisse. Et je suis arrivé à la conclusion que l'économie et la politique ne suffisaient pas, que si on descendait au niveau des mouvements de l'éducation, de très longues périodes, pour les États-Unis, il faut remonter à 1965 pour comprendre ce qui se passe, on voyait une entrée en stagnation éducative, donc tassement des niveaux éducatifs, mais un haut niveau avec un tiers de gens faisant des études supérieures, une société qui se fragmente à cause de l'existence de supérieurs, de primaires et d'autres, ce qui explique la dégénérescence de la démocratie ou des démocraties occidentales dans un monde inégalitaire et l'acceptation des inégalités. Et si on descend dans l'inconscient, je dirais, des structures familiales qui conditionnent les mœurs, les façons d'être, les façons de se comporter, eh ben, on est confronté à l'intérieur même du club des nations avancées,
les Anglo-Américains, les Français, les Allemands, les Russes, les Japonais, à une diversité qui permet d'expliquer des phénomènes de divergence. Et en particulier, pour ce qui nous concerne, nous, Français, pris dans un magma européen qui est une sorte de Titanic économique, en fait, vu de l'extérieur, les différences de structure familiale entre l'Allemagne, le bassin parisien, etc., permettent de comprendre pourquoi l'euro ne marchera jamais, pourquoi les Français ne s'en sortiront pas, et surtout, plus important encore, pourquoi le monde anglo-américain, à travers Trump, à travers le Brexit, et l'Allemagne, à travers ses conceptions autoritaires verticales, et l'euro, qu'elle pilote, sont dans une phase d'éloignement. C'est-à-dire, ça devrait être très important. C'est pour ça, de mon point de vue de prospectiviste, qui ne s'est pas toujours trompé, en fait, quand même, si j'étais les Français et si j'entendais Macron, je finis par répondre à votre question, dire que le type qui a prédit l'effondrement de l'Union soviétique, l'affaiblissement des États-Unis, les révolutions du monde arabe, et qui vient de sortir un livre de mise au point sur les évolutions actuelles, et notre président dit « Non, non, ce que dit ce type n'est pas du tout intéressant et je ne vais pas lire », je serais un peu inquiet, en fait. Alors, vous allez beaucoup plus loin. Ça serait une telle arrogance que je ne le dis pas. Et une des thèses majeures que vous développez effectivement dans ce livre, c'est de dire, dites-moi d'ailleurs si je l'ai bien comprise, c'est que la mondialisation aurait engendré l'uniformisation. Et ça, c'est un danger. Non, c'est-à-dire que ça, c'est ce que croient les gens. Et en fait, quand on va dans le livre qui part quand même à moins 100 000 et qui étudie à partir d'un type originel, familial, nucléaire, qui était celui d'Homo sapiens, celui qui a peuplé toute la planète, les chasseurs-cueilleurs, on peut étudier, donc ils avaient un type assez proche du type américain ou anglais, c'est un peu paradoxal, mais il y a les 5 000 années qui sont écoulées depuis l'invention de l'écriture, de l'État en Mésopotamie, ont été 5 000 années de divergence des systèmes familiaux, de différenciation des types familiaux. Et donc, sous tout le discours de la globalisation, sous le rêve d'unification économique, du commerce, de la monnaie unique, il y a en fait des forces de divergence culturelle qui continuent de s'exercer, qui permettent d'expliquer pourquoi actuellement les Chinois, qui sont censés être le cœur d'une nouvelle modernité, pratiquent le féticide sélectif des bébés de sexe féminin, pourquoi à la naissance maintenant il y a 120 garçons pour 100 filles, parce que le principe patrilinéaire, c'est le principe de supériorité masculine, en vérité se renforce en Chine actuellement, au moment même où en Occident, ou sur la frange de l'Occident, l'émancipation de la femme et au-delà sont les règles du jeu. Mais même un pays comme l'Allemagne ou le Japon, je veux dire, se trouve avec un statut de la femme nettement plus bas que la France ou l'Angleterre, et ça permet d'expliquer la basse fécondité allemande. La basse fécondité du Japon relève du même modèle, parce que les femmes qui font des études doivent choisir entre une carrière et des enfants. Vous voyez ? Mais tout ça renvoie à une sorte d'anthropologie très profonde et très ancienne. Mais est-ce que vous nous dites que les tentatives... Moi, personnellement, je trouve mes recherches intéressantes. Est-ce que vous nous dites que... Vous répondez toujours à Emmanuel Macron, donc... C'est vous qui m'avez lancé. Que les tentatives d'uniformisation, de mondialisation, créent au contraire encore plus de divergences? Est-ce que, l'être humain révèle sa diversité? Alors, je ne suis pas du tout un dogmatique anti-globalisation, anti-mondialisation. Je trouve Internet sensationnel. Je trouve que c'est trop génial de pouvoir tchatcher en anglais avec des copains qui sont aux États-Unis ou avec des copains qui sont japonais. Je pense que... Oui, vous admettez les qualités de cette mondialisation. Non, mais je vis avec ça. J'utilise Skype. C'est juste magique, quoi. Ça va voilà. Hein, mais, moi, un tiers de mes mails sont avec des copains japonais. Hein, pour vous dire, donc, la globalisation, ça me va très bien. Oui. Mais au bout d'un certain temps d'ouverture aux échanges, la concurrence devient tellement forte qu'elle exerce une pression à la baisse sur les salaires à l'échelle planétaire, une insuffisance tendancielle de la demande, et le libre-échange n'est plus le doux commerce, mais la guerre de tous contre tous. Et dans un contexte où chaque société est menacée par la destruction, menacée de destruction de son appareil productif, de son appareil industriel. On est en train de perdre Alstom, par exemple, en France. Eh bien, les seules chances qui se présentent aux gens, les gens, quand ils sont confrontés à des nouveautés aussi radicales, ne vont pas demander plus de nouveautés. Ils vont au contraire essayer de se ressourcer dans leur tradition. Et donc, un peu partout, les sociétés se renationalisent.
L'Allemagne s'est renationalisée depuis sa réunification. L'Angleterre, avec le Brexit, c'est ça. Trump, c'est le début de ça. Bon, le Japon n'a jamais considéré qu'il était autre chose que japonais. Et là-dedans, et c'est ça le vrai drame de la France, parce qu'il y a cette idéologie universaliste égalitaire, l'homme universel qui est en vérité ancré dans des structures familiales égalitaires très particulières. Et la France est probablement sera le dernier pays à comprendre que la règle du jeu maintenant, c'est le ressourcement national. Et en fait, la France est vraiment maintenant menacée d'écrasement. Et je voudrais aller encore plus loin, et peut-être que le lien que je vais faire est très tiré par les cheveux, et vous allez me dire que ce que je dis est stupide, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi un lien entre cette mondialisation, cette uniformisation, et cette résurgence d'un terrorisme islamiste, et notamment en France? Est-ce que vous faites un lien? Alors, l'islamisme, enfin, dans mon bouquin est vraiment sur les pays avancés, et j'ai vraiment voulu sortir de cette idée que l'histoire se faisait dans le monde sous-développé, même qu'elle se faisait sous les émergents. Moi, je ne prends pas la Chine très au sérieux. Des terroristes en France. Hein. Je pense que ce qui se passe dans les sociétés avancées, c'est que la fragmentation éducative dont on parlait tout à l'heure, la montée des inégalités, la stagnation, produisent une tendance au renfermement sur eux-mêmes, non pas simplement des groupes d'origine immigrée, mais de tous les groupes sociaux. Donc la bourgeoisie française, la plus traditionnelle, se referme sur elle-même. Les Bretons se referment sur eux-mêmes, les Rhône-Alpins. Vous voyez, il y a une sorte de tendance. Et à l'intérieur de ça, vous avez une sorte de désarroi particulier qui se greffe sur cette religion finalement minoritaire qui est censée poser. Vous voyez, donc c'est pour moi c'est pas. Je suis capable de dire dans un contexte français, je pense que le blocage de l'économie par l'euro suffit à expliquer le renfermement sur eux-mêmes, qui est mesurable, qui n'est pas total, qui n'est pas définitif, des groupes d'origine musulmane, et le désarroi d'une très petite minorité de gamins dans ces régions, donc de produire un discours relativement apaisant et qui ne prend pas l'islam tellement au sérieux. Mais dans mon livre, par contre, dans le cas de l'Allemagne, qui a une économie dynamique, mais qui a des trous dans sa pyramide des âges et qui est sans arrêt à la recherche de main-d'œuvre, je suis capable de dire que l'appel migratoire de, mettons, 1 million, c'est un peu moins en fait, je donne les chiffres dans mon livre, d'immigrés porteurs de structures familiales, pas d'une religion, mais de structures familiales très différentes, syriens, irakiens. La famille arabe du Moyen-Orient, c'est un système patrilinéaire organisé autour des hommes, avec beaucoup de mariages entre cousins. Bon, et à ce rythme, à cette vitesse, c'est trop. C'est trop pour la société allemande en général. C'est trop pour que ces groupes s'intègrent très vite. C'est probablement trop pour la population allemande elle-même. Et d'ailleurs, on vient de vivre, après la publication de mon bouquin qui parle entre autres de ça, et ben, l'explosion de l'extrême droite en Allemagne. Et pour cette thématique. Donc il faut vraiment être nuancé en toutes choses. Et bien voir que l'islam est un double problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'adaptation à la modernité au Moyen-Orient, une sorte de crise de transition qui est probablement liée à une disparition de l'islam traditionnel. L'État islamique n'est pas musulman, c'est un groupe nihiliste, c'est post-religieux. Et puis, le blocage interne des sociétés occidentales, leur segmentation interne, qui va produire sous diverses formes des groupes musulmans qui se sentent bien. Et puis alors le système d'information planétaire et Internet assure une sorte de jonction de tout ça, une sorte de purée globale, et fabrique en fait une sorte de problème musulman général qui n'est que la conjonction de plusieurs choses. Il nous reste quelques secondes, Emmanuel Todd. Une petite question qui m'est venue effectivement à la sortie de ce livre. Il est beaucoup moins polémique que le dernier, qui est Charlie. Est-ce qu'il y avait une volonté chez vous de sortir justement de la polémique parce que vous avez éventuellement laissé des plumes dans le... Mais il n'y a aucune volonté. C'est que ce livre, j'ai mis 6 ans à le faire. J'en avais écrit la moitié ou les 2 tiers avant le mois que j'ai passé à écrire Qui est Charlie. J'ai ensuite écrit le reste du livre.
la prise de conscience du problème religieux ou post-religieux dans Charlie m'a amené à rajouter des chapitres d'histoire religieuse dont je suis très fier. Et sur que le judaïsme antique, sur le protestantisme et l'alphabétisation. Donc ça a influencé, mais réellement, Charlie, c'est un mois de ma vie de chercheur. Et on vous en parle à chaque interview. J'ai un mois. J'ai le chapitre qui s'appelle le judaïsme et le premier christianisme, famille et alphabétisation. Ce seul chapitre de 20 pages m'a pris 8 mois. Vous voyez, et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Monsieur Todt, d'avoir été notre invité. C'est la fin d'On va plus loin. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info. C'est Patrick Kanner, sénateur PS du Nord. Passez une très belle soirée. Restez au cœur de l'info.